quoi qu'ils disent, et peu importe leurs commentaires, la Russie est en guerre directe avec les États-Unis et avec l'OTAN, puisqu'ils fournissent les armes, puisqu'ils fournissent les munitions, puisqu'ils fournissent le renseignement et puisqu'ils fournissent toute la logistique d'information sur le terrain via les satellites. Et je pense qu'on est dans une situation où le peuple français, comme le peuple européen, n'est pas vraiment conscient de ce danger, mais il faut bien se rendre compte, à mon avis, que ce conflit ne peut que s'étendre. Les terres agricoles n'appartiennent plus maintenant aux Ukrainiens. Le président Zelensky, le 28 décembre 2022, a donné un mandat exclusif au fonds américain BlackRock pour la reconstruction de son pays. L'enjeu de cette guerre est un enjeu d'abord économique, c'est-à-dire que les Américains sont à la recherche de leur leadership perdu par rapport à leur position dominante au plan de la politique internationale. Je rappelle que les Américains ont 800 bases militaires dans le monde. Il y a eu un livre d'un certain William Bloom qui a dit que les Américains étaient les plus grands destructeurs de la démocratie dans le monde et qui décrit clairement que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont été responsables de 50 révolutions, guerres, changements de régime, y compris d'assassinats politiques. Le gouvernement Zelensky a reçu environ 100 milliards de dollars. Je ne sais pas quelle est la part qui arrive directement au peuple ukrainien, mais je pense que c'est extrêmement faible. Et parmi ce qui a été donné par le FMI, on sait qu'il y a la moitié qui a disparu. Exactement. Je pense que tous les Américains, dont Bill Gates, certains responsables politiques américains, ont toujours dénoncé la corruption ukrainienne, y compris la Commission européenne lorsqu'il s'agissait avant-guerre d'étudier la candidature de l'Ukraine dans l'Union européenne. Et c'est un pays qui a littéralement été vendu aux intérêts anglo-saxons. On s'est mis dans une situation de surenchère qui est grave, avec un conflit, je vous l'ai dit, qui doit forcément évoluer, qui militairement, dans l'état actuel des choses, n'a pas de solution, puisque la suprématie militaire, diplomatique et économique russe est parfaitement claire. Les capacités de production de munitions et d'armes sont 8 à 10 fois supérieures à celles de l'OTAN en Russie. Et il faut regarder vraiment ce conflit avec les yeux des Russes et non pas avec les yeux des Occidentaux. Les Russes n'ont pas peur de mourir et iront jusqu'au bout, absolument jusqu'au bout. Et dans cette surenchère diplomatique, on essaie de pousser les choses, on essaie de pousser Poutine à la faute. Je trouve, sans faire état d'être trop pro-russe, mais si on regarde les choses de façon très objective, uniquement en tant que personne qui s'oppose dans un conflit, je pense que les Russes ont jusqu'à présent été très patients. Que l'euro aurait pu jouer ce rôle de monnaie alternative, notamment dans le cadre d'un rapprochement avec la Russie. Et je voudrais dire que les Russes, forcément, tout ce qui est russe est mauvais, tout ce qui est russe est négatif, tout ce qui est russe est arriéré. Mais vous ne pouvez pas, le disait un prix Nobel de physique, annihiler la culture et la civilisation, une civilisation qui est responsable, notamment en physique et en chimie, de plus de la moitié des découvertes fondamentales. Vous ne pouvez pas nier cette culture russe. Eh bien, la Russie plus l'Europe aurait fait un continent fort, indépendant et souverain. Je pense qu'il y a eu un processus de contrôle, voire d'infiltration, bon, c'est un grand mot, mais de lobby en fait, des États-Unis très tôt dans le processus de construction de l'Europe. On ne le dit pas suffisamment, mais Jean Monnet, qui est censé être le père, le saint de l'Europe, mon grand-père l'appelait le traître. D'abord le géomètre, puis ensuite le traître. C'était le conseiller économique de Roosevelt et c'était un ancien banquier américain. Il a travaillé pour la banque Morgan avant-guerre, avec d'ailleurs beaucoup de talent. Et il a d'ailleurs beaucoup aidé à faire en sorte que la France, dans sa reconstruction, puisse avoir des financements américains, mais qui ont toujours été mis en place avec d'énormes contreparties. Mais ce sentier, c'était des consommateurs. Des consommateurs dans une situation économique d'abondance. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Eh bien, Cohn-Bendit est revenu d'Allemagne vers la France dans la voiture du propriétaire de Paris Match de l'époque, ou du président de Paris Match de l'époque, qui était un atlantiste convaincu. Ensuite, il y a eu des financements, évidemment.
notamment à travers le centre culturel américain rue du Dragon, pour provoquer des mouvements de déstabilisation. Et je pense que les argentiers, les grandes entreprises de l'époque, ne voulaient plus de cette indépendance française. Le général, d'ailleurs, s'était attaché dès 1965 à faire revenir les réserves d'or, mais il a fallu des années et des années pour aller les chercher. Il y a eu, je crois, 4 frégates qui ont été dépêchées en 1965, aux grandes dames des Américains. Depuis la guerre du Vietnam, parce que la guerre du Vietnam posait un problème considérable de refinancement d'un effort de guerre loin des États-Unis, les Américains, depuis qu'ils ont décidé d'abandonner les talons or, hein, c'est la fin des accords de Bretton Woods, donc en 71 si je ne m'abuse, les Américains ont ouvert la voie à un endettement, c'est-à-dire le fait qu'on puisse endetter et exporter leur endettement et exporter l'inflation dans tous les autres pays du monde. À l'époque, Kissinger disait notre dollar, votre problème. En ce qui concerne la France, c'est 3 000 milliards de dollars de dette. Sous le président Macron, et en particulier ça a commencé lorsqu'il était ministre des Finances, l'endettement de la France a augmenté de 30%. C'est bien de le rappeler, hein, ça a commencé bien avant le Covid. Mais je voudrais aussi rappeler qu'on oublie l'endettement hors bilan de la France. Tous les engagements hors bilan qui sont le démantèlement des centrales nucléaires, les retraites des fonctionnaires, 5 000 milliards. Plus 3 000, on est à 8 000. Donc on est dans une situation de dépendance. Qui dit dette dit refinancement sur les marchés internationaux. Donc contrôle des banques américaines et des fonds d'investissement anglo-saxons, parce que c'est une question d'offre et de demande. Ce qui fait que dans l'état de dépendance dans lequel la France et les pays européens se sont mis, on est complètement dépendant en fait d'une politique de marché. L'euro devient l'euro-dollar. Les Américains n'ont cessé d'influencer notre politique. Ça allait jusqu'à, je dirais, le financement des réseaux de l'OAS par la banque de la CIA. Je vous invite à lire l'excellent livre d'Éric Branca, L'ami américain, qui s'appuie sur des archives qui ont été déclassifiées 20 ans après et qui dénoncent tout ce processus. Il y a eu beaucoup de lobbies d'influence, effectivement, en 1968, pour déstabiliser, en fait, mon grand-père. Les milieux économiques et financiers n'y étaient pas étrangers, lesquels cédaient aux sirènes américaines, évidemment. Encore une fois, le dollar était à l'époque la principale monnaie de refinancement. Et les Américains commençaient à lorgner de très près les industries, les entreprises françaises. On est aujourd'hui dans une situation où la plupart des entreprises du CAC 40 sont détenues à 50% par des fonds anglo-saxons et où les marchés de ces entreprises sont principalement des marchés américains. Vous êtes dans des règles de marché qui fait que maintenant, si vous voulez ouvrir un compte en banque, Élise, ou à souscrire à des produits d'assurance vie en France, vous êtes obligé de donner l'autorisation à votre banque sur simple demande du fisc américain, même si vous n'avez aucun rapport avec les États-Unis peuvent vous demander, le Trésor américain, le fisc américain peut vous demander tous les renseignements qu'ils jugent nécessaires lorsque vous ouvrez un compte. Si vous refusez, vous n'avez pas de compte en banque. La banque refuse d'entrer en matière. C'est-à-dire que les États-Unis ont réussi à transposer de façon complètement unilatérale leurs droits. Il y a énormément d'armes qui circulent en Europe. Le président Zelensky a mis, a publié un catalogue de 1000 pages d'armes en vente dès le mois de juin 2022 sur les marchés internationaux, dont des lance-missiles HIMARS.